Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3006 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 25 juillet avec des anniversaires. On peut voir par exemple que l'Argentin Ezequiel Fernandez, un joueur de Boca Junior, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Ce joueur est pisté par l'Olympique de Marseille. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on va parler des Jeux Olympiques parce qu'il y avait pas mal de rencontres. Et tout d'abord, on commence avec l'équipe de France qui jouait hier soir à 21 h au Vélodrome contre l'équipe américaine. Et l'équipe de France s'est imposée 3-0 contre les Américains. Donc les trois buteurs, Lacazette, donc le capitaine et buteur, donc un but également de Michael Olise et un but de Loïc Badet de la tête en toute fin de match. Donc félicitations à l'équipe de France. Donc les trois buts ont été inscrits en deuxième période. À la mi-temps, il y avait 0-0. Les statistiques de cette partie. Donc l'équipe de France a eu plus de possession, plus de tirs et plus de tirs cadrés. Voilà, un peu plus de tout par rapport à cette équipe américaine qui a plutôt bien joué. Voilà, la France a été beaucoup plus efficace que les Américains et du coup, on peut dire que c'est une équipe de France bien lancée avec un match et déjà une victoire et surtout avec un gros résultat avec le goal average. Ça sent bon, on peut dire déjà la qualification bien sûr ça sera pour les quarts de finale directement. En gros, c'est sur le même format que la Copa América, il n'y a pas de huitième, c'est directement des quarts de finale lors de ces Jeux Olympiques. Et Thierry Henry, après la victoire des Bleus, il a dit on a mis du temps à comprendre qu'il fallait plus s'engager, parce que la première mi-temps était plutôt moyenne, même juste avant plus de marquer l'équipe de France. Les Américains ont failli marquer parce qu'ils ont touché la barre transversale. Et juste après, il y a eu le but. Puis après, ça enchaîne, on peut dire, les buts côté bleu. Et cette équipe a mis plus de buts dans le jeu que les Bleus dans tout leur Euro. L'équipe de France qu'on a beaucoup parlé là ces dernières semaines, mais l'équipe de France A qui a beaucoup déçu. Il y a eu pas mal de buts contre son camp. Un but inscrit sur penalty de Kylian Mbappé. Cette équipe de France espoir, on a 3 buts dans le jeu hier lors de cette rencontre. Et à noter le gros match quand même d'Alexandre Lacazette, le capitaine de cette équipe, le joueur le plus vieux, et c'est lui déjà couvre le score, parce qu'il y a toujours 0-0, on se disait, on va se diriger déjà sur un match nul pour l'équipe de France. Non les gars, il a pris sa responsabilité, regardez où il a tiré, je sais pas, c'était à 25 mètres des buts, et voilà. La frappe est parfaite entre le gardien et le poteau. Voilà, du coup, ça fait un magnifique but, bien sûr, d'Alexandre Lacazette. Il a même été passeur D. Donc voilà, le gros match de Lacazette, décisif sur 2 des 3 buts de l'équipe de France hier. Donc heureusement qu'il est là, bien sûr. Lacazette, on peut dire merci aussi à Lyon d'avoir donné son feu vert à Lacazette pour qu'il puisse disputer ces Jeux Olympiques. On va parler aussi de Michael Olise. Magnifique but également de Michael Olise, même s'il est un peu dévié. Voilà, c'est un sublime but de ce joueur qui va certainement jouer très prochainement en équipe de France A parce que à chaque match qu'il joue avec l'équipe de France Esport, à chaque fois, il est buteur. Regardez sinon les autres joueurs qui ont commencé titulaires lors de ce 11 de l'équipe de France. On peut voir Rest, donc le gardien de Toulouse a commencé titulaire. On peut voir aussi Lukeba. On peut voir Mateta ou par exemple Manu Koné, le milieu de terrain, a également commencé titulaire lors de cette rencontre. Et n'oubliez pas que l'équipe de France, si on regarde les Jeux Olympiques, l'équipe de France a remporté seulement une fois la médaille d'or lors d'un Jeux Olympiques. C'était en 1984. L'équipe de France est devenue championne olympique de football un mois après le sacre de l'Euro, où ça avait été le premier gros trophée de l'équipe de France A, donc à titre méconnu qui est pourtant le seul dans l'histoire du football français aux Jeux Olympiques. Donc voici le parcours des Bleus durant ces Jeux 1984. Donc le premier match, ils avaient fait 2 partout contre le Qatar. Le deuxième match, victoire contre la Norvège 2-1. Et le troisième match, match nul. Donc il y avait seulement une victoire et 2 nuls lors des matchs de poule. Mais après voilà, directement en quart de finale, je dis, ça a été une victoire 2-0 contre l'Égypte. Ensuite une victoire 4-2 après prolongation contre la Yougoslavie. Et en finale, c'était un France-Brésil. Et la France s'est imposée 2-0. Et la France avait décroché la médaille d'or. Donc c'est la seule médaille d'or récolté, on peut dire, par l'équipe de France de football, que ce soit homme ou femme, parce que les femmes n'ont jamais non plus remporté de titre, elles non plus. Donc voilà, on espère que, en plus là c'est en France, c'est à Paris, on espère que bien évidemment l'équipe de France déjà décroche une médaille, et voilà, si possible, de la couleur or. On continue avec les autres matchs, qui est un match qui intéressait aussi les Français, parce que c'était le match dans la même poule que l'équipe de France, la Guinée contre la Nouvelle-Zélande. Plutôt une surprise parce que la Nouvelle-Zélande s'est imposée 2-1 contre la Guinée. Donc voici les statistiques de la partie. Je n'ai pas vu le match, mais on peut voir que la Guinée a plutôt dominé avec plus de 19 tirs, 10 tirs cadrés, mais seulement un but marqué. Il y a eu quand même 9 arrêts du gardien de la Nouvelle-Zélande qui a permis à son équipe de prendre 3 points très importants bien sûr pour se qualifier. Il n'y a pas de meilleur troisième, c'est les 2 premiers qui passent et le troisième et le quatrième sont éliminés s'ils finissent bien sûr à ces positions. Donc du coup ce classement de ce groupe A, donc l'équipe de France avec une victoire 3-0 plus 3 au goal average
en tête devant la Nouvelle-Zélande, la Guinée 3e et les États-Unis 4e. Prochain match de l'équipe de France, ça sera contre la Guinée. En cas de victoire, la France sera officiellement qualifiée. En cas de défaite de la Guinée, ils seront quasiment, je pense, éliminés. Parce qu'ils auront 0 points, il restera plus qu'un match et ça va être très compliqué pour eux de se qualifier. Donc ça sera samedi, le prochain match dans ce groupe A. On va parler aussi des autres rencontres qu'il y avait également. Hier, on va parler aussi de ce Argentine-Maroc. C'était le premier match, c'était le match d'ouverture. En même temps, il y avait aussi Espagne-Ouzbékistan. Ça se joue à 15h hier. Et un match totalement fou. Donc déjà, le score final, donc c'est le Maroc qui s'est imposé 2-1 contre l'Argentine. Donc le Maroc menait 2-0 dans le match. L'Argentine est revenue à 2-1. Mais voilà, c'était une fin de match folle. Pourquoi? Parce qu'à la 90e, plus 16 minutes de temps additionnel, l'Argentine a marqué. Donc du coup 2-2. Et le but a été refusé, mais pas quelques secondes après, pas quelques minutes après, mais plutôt quelques heures après, quasiment 2 heures après. On se demandait qu'est-ce qui s'est passé, on va reparler bien sûr de tout ça. Donc tout d'abord sur cette victoire du Maroc, parce que le score final est bien 2-1 pour le Maroc. Donc le Maroc c'est 47% de possession de balle, c'est 7 tirs, 4 tirs cadrés et 2 buts. Pareil, l'Argentine c'est 4 tirs cadrés et c'est les Marocains qui ont été plus efficaces que les Argentins. Et le Maroc au bout du bout. Donc pourquoi? Parce que ce score a pu être de 2-2, parce que voilà, l'arbitre a sifflé 2-2, les joueurs étaient dans le vestiaire, donc on s'est dit voilà, il y a 2-2, il n'y a pas 2-1. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le Maroc menait 2-1 avant les arrêts de jeu. Donc Christian Medina a marqué pour l'Argentine à la 90 plus 16 minutes de temps additionnel. Les supporters ont pris d'assaut le terrain et des objets ont été lancés sur les joueurs alors que l'ordre a été rétabli et que les deux équipes aient quitté le terrain. Elles ont découvert que le match était en fait suspendu, c'était pas arrêté. Tout le monde était au vestiaire mais le match n'était pas fini en gros, c'était juste suspendu parce qu'il y a des personnes qui étaient rentrées sur le terrain, ils avaient acheté des objets, tout ça. Donc du coup les équipes sont revenues dans un stade vide 2 heures plus tard. On va dire que c'était interminable ce match. Donc le VAR a déclaré hors-jeu de Medina sur le but à la 90e plus 16 minutes de temps additionnel. On pensait tous qu'il y avait but, en gros, il y avait hors-jeu. Et du coup, après les 3 dernières minutes ont été jouées 2 heures plus tard et du coup le Maroc a gagné. Voilà, cette fin de match, j'ai jamais vu une fin de match comme ça les gars, c'était n'importe quoi. Et voilà, donc du coup voilà, bon... pourquoi il est hors jeu? Ben voilà, c'est un bout de pied en gros où il est hors jeu. Voilà un petit peu le bout du pied là du joueur Medina. Et du coup le but est logiquement refusé, que ça soit 10 secondes après ou 2 heures après, c'est logique, sinon ça aurait été un vol tout simplement pour le Maroc. Donc voilà cette fin de match, 17h06 c'est la fin de match. Voilà, on pensait que c'était fini avec le 2 partout, l'égalisation toute fin de match. Il y a 19h02, là ça a été le vrai coup de sifflet final de cette rencontre qui a commencé à 15h et qui s'est fini à 19h02. Donc j'ai jamais vu ça. Et Javier Mascherano, donc le coach de l'équipe Argentine Espoir, donc après sur Argentine-Maroc, il a dit c'est le plus grand cirque que j'ai vu de ma vie. Parce que comme j'ai dit, le match a duré 4 heures parce que le coup de sifflet vraiment final a été 2 heures après celui qu'on pensait être. Il a également dit, donc hier ils sont entrés par effraction dans notre propriété, les affaires de Thiago Almada ont été volées. Ils nous demandent des informations d'identification pour tout, mais ensuite ces choses arrivent. Aujourd'hui ils ont envahi le terrain à 7 reprises, puis ils nous ont lancé des pétards. Ils nous ont dit que c'était fini à 2 partout, même le Maroc ne voulait pas y jouer. Donc voilà, il a parlé aussi de ce qui s'est passé un petit peu les jours précédents du côté de la sélection argentine, qui a eu des vols. Il y a eu des vols, il y a des personnes qui sont rentrées, qui ont volé par exemple les affaires de Thiago Almada, un joueur de l'Argentine. Toujours sur cette rencontre, Rodrigo de Paul, qui n'a pas joué, mais il a regardé bien sûr le match à la télé. Il a réagi par rapport à ce qui s'est passé, il a dit plus que jamais avec vous, vous pouvez tout surmonter. C'est vrai que voilà, vous avez perdu le premier match, mais il reste encore 2 matchs. Si vous gagnez 2 matchs, bien sûr, vous serez qualifié pour les quarts de finale. Léo Messi a également réagi, réagi au scénario fou du match. Il a mis insolito, en gros c'est insolite ce qui s'est passé, que l'Argentine avait du coup égalisé, mais le match avec ce coup de sifflet final 2 heures après, donc lui il n'a pas compris bien sûr, Léo Messi qui réagit sur ça mais qui n'a pas réagi sur les chants racistes qu'il y avait il y a une quinzaine de jours, souvenez-vous. Après la victoire en Copa América, il n'a pas réagi Messi, mais là il réagit sur ça. Le coup de gueule aussi de Nicolas Tagliafico, il a dit en sortant du cirque, allons-nous parler de la raison pour laquelle le match est suspendu ou nous allons continuer à faire les idiots. Si ça avait été l'inverse, je n'ose même pas imaginer ce qu'il dirait. Ce qu'a réagi également Tagliafico par rapport à ça. Et l'équipe d'Argentine, donc là c'était plutôt avant le match. Ozim, donc il a été, cette équipe argentine a copieusement sifflé pour son premier match. Donc c'était à Geoffroy Guichard, le stade de l'AS Saint-Etienne. Donc l'hymne de l'Argentine a été copieusement sifflé par le public parce qu'il y avait bien sûr des supporters argentins, également beaucoup de supporters marocains, mais il y avait également beaucoup de supporters français. Puis ils ont sifflé cette hymne d'Argentine. Bon après c'est un peu logique par rapport à tout ce qui s'est passé récemment. Tiens encore, je l'ai dit, il y a à peu près une dizaine de jours avec les chants racistes de Enzo Fernandez et tous les joueurs de l'Argentine. Donc comprend, moi je comprends personnellement que cette team a été
sifflé hier après tout ce qui s'est passé quand même sur ces derniers jours, même sur les dernières années, avec, si on n'oublie pas bien sûr les célébrations lors de la Coupe du Monde 2022, et que ça soit réalisé dans le football ou même dans le rugby, parce que l'Argentine est copieusement sifflée au Stade de France face au Kenya au rugby à 7, il y a aussi un match de rugby à 7 et l'Argentine a également joué, et il y avait également beaucoup de sifflets sur l'hymne argentin, donc c'est la deuxième fois aujourd'hui après la bronca réservée aux Argentins Saint-Etienne lors du match de football, donc voilà. Et concernant, tiens, juste un joueur, Achraf Hakimi, le capitaine de sélection marocaine, réagit aux incidents survenus après Argentine-Maroc. Il a dit: je déplore l'attitude de certains supporters pendant le match qui a terni l'image de nos fidèles fans. Un tel comportement n'a pas sa place dans le football. Parce qu'en gros, il y a eu des jets de projectiles, il y en a qui ont envahi le terrain, donc tout ça, bien sûr, il condamne ça, Achraf Hakimi, et donc voilà, concernant bien sûr le joueur marocain. On continue avec un autre match, hein. C'était dans la même poule que l'Argentine et le Maroc, c'était entre l'Irak et l'Ukraine, et c'est l'Irak, désolé, qui s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre. Pourtant l'Ukraine, en gros, ils ont plutôt dominé. Et voilà, l'Irak, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Ok, c'est ultra efficace. Et du coup, l'Irak est actuellement en tête avec le Maroc. Hein, les deux équipes ont 3 points. L'Argentine et l'Ukraine, 0 points. Donc, prochain match, hein, pour toutes ces équipes, ça sera après-demain, samedi. On continue avec un autre groupe. Hein, l'Espagne contre l'Ouzbékistan. C'était à 15h également ce match. C'était au Parc des Princes, hein, le stade du Paris Saint-Germain. Et l'Espagne s'est imposée 2-1 lors de cette rencontre. On peut voir les buteurs lors du match. Hein, donc, voilà, félicitations bien sûr à l'Espagne. Et à noter les gars que ce match, hein, il y a beaucoup de supporters, voilà, des centaines de supporters vont rater le début de la rencontre opposant l'Ouzbékistan à l'Espagne au Parc des Princes. Problème au niveau de la billetterie. Mal gestion, je sais pas, c'est un embouteillage, il y a beaucoup de personnes qui ont loupé peut-être 10, 15, 20, 30 minutes du début de match, parce qu'en gros, ça marchait pas la billetterie, donc ça a été bien sûr un problème pour aller suivre cette rencontre. On continue avec un autre match, c'était entre l'Égypte et la République dominicaine, 0-0, voilà, pas grand chose à dire sur ce match, on peut voir les statistiques de la partie où c'est un nul plutôt logique, parce que les deux équipes ont quasiment les mêmes statistiques, et du coup, dans ce classement, l'Espagne, seule équipe à s'imposer, donc l'Espagne 3 points, l'Égypte, République dominicaine 1 point et l'Ouzbékistan 0 point. Voilà, dans ce groupe C. Et le dernier groupe, donc le Japon, eux, c'est le carton. Ils ont gagné contre le Paraguay 5-0. C'était du côté du stade de Bordeaux, hein, cette rencontre. C'était François Le Texier qui avait arbitré la finale de l'Euro, qui était l'arbitre, hein, de cette rencontre. Donc 5-0 pour le Japon, 10 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts. Donc le Japon très bien parti pour se qualifier. Pour les quarts de finale, il y avait également un Mali-Israël, hein, qui avait lieu, c'était hier, un partant entre ces deux équipes. Pourtant, les Maliens peuvent avoir beaucoup de regrets. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup dominé. 25 tirs, 8 tirs cadrés, seulement un but, il y a quand même 7 arrêts du gardien de l'Israël, qui a fait un match quand même énorme, et du coup partage des points entre ces deux équipes. Et à noter que ce match se jouait, je sais plus trop c'était où, au Parc des Princes, voilà, ce Mali-Israël, et Free Palestine, donc le message des supporters franco-maliens présents au Parc des Princes pour Mali-Israël, hein. Puis il y avait aussi des drapeaux palestiniens qui sont brandis en masse au Parc des Princes à l'occasion de cette rencontre, hein, bien sûr. Bon, on va pas sortir du contexte du football, vous savez ce qui se passe, donc voilà, concernant cette rencontre. Et du coup, ce classement de ce groupe D, donc le Japon 3 points, Israël 1 point avec le Mali, et le Paraguay 0 points, mais déjà moins 5 en différence de but. Ça va peser parce que c'est quasiment un point en moins 1 pratiquement en point, avec un moins 5 au goal average. C'est très compliqué à remonter ce nombre-là. Donc voilà déjà toutes les rencontres bien sûr, hein, qui ont été jouées hier. Donc aujourd'hui, pas de match, hein, pour le tournoi homme, hein. Ça reprend dès samedi, et voici le programme de samedi, c'est également sur une journée entière. Donc Argentine-Irak, ça sera 15h avec République dominicaine et l'Espagne à 15h. Donc l'Espagne, si la victoire, sera déjà officiellement qualifiée. Il y aura un Ouzbékistan-Égypte, un Ukraine-Maroc, un Israël-Paraguay, un Nouvelle-Zélande-USA, un France-Guinée et un Japon-Mali. Donc toutes les horaires 15h, 17h, 19h et 21h à chaque fois, 2 matchs. On parlera de tout ça bien sûr quand les matchs auront été joués. Aujourd'hui, c'est un nouveau tournoi, c'est le tournoi également foot, mais version femme. Donc voici le programme aujourd'hui avec Canada, Nouvelle-Zélande à 17h, Espagne, Japon à 17h. Deux belles équipes, hein, l'Espagne, équipe qui a gagné la dernière Coupe du Monde féminine l'année dernière. Et le Japon, c'est une très belle équipe, hein, dans le football féminin. Il y a aussi un Allemagne, Australie, là aussi, hein, c'est une belle affiche. Nigeria, Brésil, France, Colombie ce soir, hein, les Françaises à 21h. Et les États-Unis contre la Zambie. Donc voilà le programme, hein, pour cette première journée. On parlera des résultats demain. On continue également, il y a des grosses rencontres aujourd'hui à l'Euro U19. Donc les matchs de poule ont été finis. Il n'y a pas de huitième, pas de quart, c'est directement les demi-finales. Et voici le programme. Donc l'Italie contre l'Espagne, c'est aujourd'hui à 15h. Et l'équipe de France
U19 joue contre l'Ukraine, donc c'est simple, les deux équipes qui gagneront, voilà, lors de ces deux matchs aujourd'hui s'affronteront en finale. Ça sera dimanche pour la finale de l'Euro U19. On continue, on va parler maintenant un peu mercato, hein, là on est le 25 juillet, on est plus d'un mois. Voilà, plus d'un mois et demi quasiment de mercato ouvert depuis le 10 juin dernier, et on commence tout d'abord avec Moussa Diaby. Ça y est, c'est officiel, j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, j'avais dit, mais même le Herbigo de Fabrizio Romano, ça y est, c'est fait. Moussa Diaby quitte à Aston Villa et s'engage du côté de Al Ittihad. Montant du transfert 65 millions d'euros, donc là on voit un avion, Al Ittihad, on peut voir au fond de l'avion, la tête de Moussa Diaby. Donc voilà, c'est bien lui qui rejoint bien sûr cette équipe saoudienne. Donc il rejoint Kanté, il rejoint Benzema, il rejoint Laurent Blanc qui est le coach de cette équipe, il rejoint également Oussema Aouar qui a rejoint cette équipe là il y a quelques jours. Donc voilà, il se renforce en masse, on peut dire, l'équipe de Al Ittihad, et du coup Aston Villa reçoit 65 millions d'euros dans l'opération. Concernant Ricardo Calafiori, lui aussi c'est quasiment fait. Arsenal, here we go, contrat de 5 ans, salaire annuel de 4 millions d'euros par an. Et on parle du transfert aux alentours des 40 millions plus 5 millions de bonus pour Calafiori qui va débarquer du côté des Gunners. C'est vrai qu'Arsenal a une magnifique défense, donc déjà c'était la meilleure défense saison dernière du côté de la première ligue, ceux qui avaient encaissé le moins de buts, avec la doublette Gabriel et William Saliba. Tu peux rajouter aussi Ben White qui rend la rotation des défenseurs centraux, et maintenant tu rajoutes Calafiori. Donc voilà, très costaud sur cette défense de Arsenal. On continue avec un autre défenseur, c'est le défenseur irlandais Jack O'Brien, qui a été une grande réussite quand même du côté de Lyon cette saison. Donc le départ de Jack O'Brien est quasiment acté pour Lyon, il va quitter l'OL. De nombreux clubs poussent pour boucler son transfert, dont Brentford et Everton, qui sera intéressé par le défenseur irlandais qui avait été acheté très peu, pas du tout cher, je crois aux alentours des 2 ou 3 millions d'euros par l'équipe de Lyon, qui va leur vendre beaucoup plus cher. Ils vont faire une énorme plus-value sur le défenseur irlandais. On va parler de ce joueur, donc accord proche entre Fulham et Arsenal pour Emile Smith-Rowe. Donc le montant du transfert pourrait s'élever à 41 millions d'euros, ce joueur de Arsenal qui va quitter les Gunners, c'est prendre la direction de Fulham. Les deux clubs sont dans la ville de Londres, donc voilà. Ça qu'Arsenal joue très peu. Il y aura beaucoup plus de temps de jeu du côté de Fulham. Visite médicale réussie pour Malang Sarr du côté du Racing Club de Lens. Le joueur a déjà intégré le groupe 100 et or. Voilà, donc lui, un joueur qui joue très peu du côté de Chelsea, donc il va signer du côté de Lens. On continue avec João Neves, donc accord contractuel entre le PSG et João Neves. Donc ce sera un contrat de 5 ans, un salaire annuel de 5 millions d'euros par an. Il est attendu à Paris aujourd'hui ou demain vendredi. Voilà, donc là c'est imminent. Ça devrait être la deuxième recrue officielle du Paris Saint-Germain sur ce mercato après la signature de Safonov en tout début de mercato, le gardien russe. Donc on parle d'un transfert aux alentours des 70 millions d'euros à peu près. On saura le montant exact là d'ici quand ça sera officiel, mais voilà, c'est quasiment fait, on peut dire João Neves du côté de Paris. Lui aussi, c'est quasiment fait, c'est accord de principe trouvé entre Monaco et Lens pour Neil El Anaoui, donc un joueur marocain. Montant du transfert 15 à 20 millions d'euros, bonus compris. Dernier détail à régler, n'oubliez pas que Lens l'avait acheté 600 000 euros. Même pas 1 million, et va leur vendre minimum 15 millions d'euros. Ça peut même monter à 20 avec les bonus, donc voilà, c'est une grosse plus-value pour Lens, et un très bon joueur qui va débarquer du côté de Monaco. Du côté de l'Olympique de Marseille, donc Timon Wellenreuther, donc est la priorité de l'OM au poste de gardien de but. Donc c'est le gardien du Feyenoord de Rotterdam qui a gagné la saison dernière le championnat des Pays-Bas, et c'est lui qui est actuellement le favori pour remplacer Paul Lopez qui devrait partir du côté de Como. Donc c'est Fabrizio Romano qui le dit, c'est qu'à Marseille il faut un nouveau gardien, et pour l'instant c'est lui qui est en haut, on va dire, des rumeurs. On continue avec quelques rencontres également qui ont été jouées hier, mais des matchs amicaux, des matchs de pré-saison, et le Bayern Munich jouait contre l'équipe de Rottach et Gern, donc c'est une équipe de division inférieure du côté de l'Allemagne, et le Bayern s'est imposé 14-1, ça a été un festival de buts, au peur que Guerrero, que Matistel, que je sais pas, il y a qui d'autres buteurs, que voilà, en gros pratiquement tout le monde a marqué du côté du Bayern, enfin les joueurs qui étaient aptes, parce qu'il y a encore pas mal de joueurs. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas aptes, mais c'est qu'ils sont pas encore là. C'est qu'ils sont encore en vacances, parce qu'il y en a qui reviendront un peu plus tard. Voilà, 14-1 pour le Bayern. Et les 3 dernières confrontations entre les deux clubs, parce que souvent le Bayern affronte cette équipe. Et voilà, le Bayern là s'est imposé 14-1. La dernière fois, ça avait été un 27-0 pour le Bayern, et le coup encore avant, ça a été un 22 pour le Bayern. Bon, je sais pas, ils aiment bien jouer contre cette équipe-là, peut-être pour les mettre en pleine confiance, les attaquants. Regardez, Matistel buteur, et même Sacha Boué, voilà, qui est aussi dans la liste là des buteurs. Donc voilà, festival bien sûr pour le Bayern Munich. Concernant Chelsea qui jouait contre West Ham, une équipe, je crois, de 2e ou 3e division anglaise, et ça a fait 2 partout. Voilà pour ce premier match amical de l'équipe de Chelsea. Donc Nkunku a été buteur lors de cette rencontre. On peut voir les statistiques, donc Chelsea a plutôt dominé avec plus de 11 tirs, 6 tirs cadrés.
et 2 buts inscrits. Et voici les compos pour voir vraiment les joueurs qui étaient là, les joueurs qui ont commencé titulaires, parce que ça a été bien sûr un 11 très remanié du côté de Chelsea, parce que tout le monde n'est pas encore là. Margu, par exemple, le nouveau joueur qui arrive en provenance du Barça, a commencé titulaire. Madueke a commencé titulaire. Nkunku, meilleur joueur, parce qu'il est note en bleu, et en plus buteur. On peut voir également que Reece James a joué milieu de terrain, donc il est plutôt défenseur droit. Badiachil ou même, je sais pas, Sanchez, Sanchez, le gardien, il était également titulaire. Concernant Arsenal, eux aussi, ils ont joué leur premier match amical, c'était contre Bournemouth, c'était du côté des États-Unis également, donc Arsenal s'est imposé de 1 lors de cette rencontre. On peut voir aussi les 11 de départ de côté Gunners, donc Nketiah a annoncé du côté de l'OM a commencé titulaire. Il y avait également Thomas Partey, même Vieira, qui a été buteur et meilleur joueur du match, le milieu portugais. Il y avait aussi un match la nuit dernière, les gars, c'était entre la MLS All-Star et la Liga MX All-Star, donc en gros les meilleurs joueurs du championnat américain, donc la MLS contre les meilleurs joueurs du championnat mexicain, et c'est les meilleurs joueurs du championnat mexicain qui ont gagné 4-1 cette rencontre qui a eu lieu la nuit dernière. On peut voir par exemple du côté de la MLS All-Star des joueurs comme je sais pas, Alba, Busquets, des joueurs que tout le monde connaît. Bon, il n'y avait pas Messi, il est blessé. Il y avait ni Luis Suarez qui est actuellement en vacances vu qu'il a joué la Copa América. Et du côté des meilleurs joueurs de la Ligue mexicaine, on peut voir Gignac qui a joué en numéro 10. Donc voilà, 4-1 pour cette équipe. Donc voici les statistiques. Voilà, plus de 12 tirs, 5 tirs cadrés pour la Liga MX All-Star et 4 buts marqués. Donc le gardien, regardez, il a eu la pire note, Burki là, l'ancien gardien je crois de Dortmund, les gars. Et, une note de, je sais pas, il a pris beaucoup de buts sur très peu de tirs cadrés. Et juste à regarder les 2 joueurs là, donc Sergio Busquets et Jordi Alba lors de ce match, et surtout le maillot qui avait les meilleurs joueurs de la MLS. On continue avec d'autres matchs qui s'est déroulé hier. C'était bien sûr des matchs de pré-saison. L'Olympique de Marseille qui avait perdu son premier match contre Nîmes, ils ont joué leur deuxième match et cette fois-ci victoire. Donc ils se sont imposés 3-0 avec des buts de Kondogbia, Aminarit et Abdallah, donc un jeune joueur. Donc 3-0, c'était contre Toulon, donc une équipe de National 2. Bon, c'est une équipe de Ligue 1 contre une équipe de 4ème division française. Donc Mason Greenwood a joué quelques minutes lors de cette rencontre. Donc voilà, première minute et première fois, on peut dire, sous le maillot marseillais pour la nouvelle recrue star du côté de l'OM. Lyon va jouer contre Saint-Pauli, une équipe qui monte, une équipe promue en première division allemande, et Lyon s'est incliné 1-0. Lors de ce match de pré-saison. On peut voir également que Brest, qui jouera la saison prochaine la Ligue des Champions, a perdu 1-0 contre l'équipe de Laval lors de ce match de pré-saison qui s'est déroulé également hier. L'équipe de Lille, eux aussi, se sont inclinés en Allemagne face à Wolfsburg 1-0 pour le club allemand. Donc voilà, quelques résultats lors de la journée d'hier. On continue avec d'autres infos, et tout d'abord, Marcus Thuram, après avoir joué l'Euro avec l'équipe de France, où ça a été très moyen cette performance, on ne cache pas les gars. On attendait beaucoup plus de lui, puis il n'a pas montré grand chose. Bref, il est en vacances actuellement et il profite de ses vacances à Los Angeles avec le maillot de l'Inter Milan et avec le flocage Adriano 10, l'ancien très grand joueur bien sûr brésilien. On continue avec une info mercato, c'est Lindstrom à Everton. Erwigo, le Danois, s'engagera sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat de 22,5 millions d'euros. Il était en gros convoité par Everton et l'équipe de Lyon. En gros, préférence pour lui, pour Everton. Voilà, c'est le Erwigo, vous savez que normalement ça pourrait être officiel là dans la journée. Concernant Leicester, a entamé des discussions avec Arsenal pour Reece Nelson, voilà ce joueur qui pourrait filer du côté de l'équipe de Leicester qui monte, n'oubliez pas là en première ligue, là, ils vont jouer d'ici moins de 3 semaines leur retour en PL. Le Stade Rennais prépare une offre de 12 millions d'euros pour Van der Laan, jeune latéral gauche de Palmeiras. La proposition inclut 8 millions d'euros fixes et 4 millions en bonus. Le joueur de 21 ans a attiré l'attention de plusieurs clubs européens, mais Rennes veut accélérer le dossier concernant ce joueur que je ne vous cache pas, je connais pas. Voilà, ce joueur qui joue du côté de Palmeiras, mais voilà, si Rennes est sur le coup, même si d'autres clubs est sur le coup, c'est que bien sûr il doit avoir un bon joueur, donc il devrait jouer certainement en Europe. Des nouvelles de Rasmus Højlund, l'attaquant danois de l'équipe de Manchester United. Il a changé de numéro, il a pris le numéro 9. Numéro 9, c'est toujours le numéro du buteur dans chaque équipe. Donc voilà, nouveau numéro 9 du côté des Red Devils. Officiel, Stefan Savic s'engage en faveur de Trabzonspor jusqu'en 2027. C'est officiel, pourtant l'Atlético voulait le prolonger, il est en fin de contrat. L'Atlético voulait le prolonger, il a dit non. Puis du coup, il voulait une autre aventure. Donc voilà, c'est officiel, il s'engage du côté du championnat turc. Superbe initiative du club de Austria
Fürth, donc c'est un club autrichien. Pour ses supporters, à chaque victoire de leur équipe à domicile, tous les abonnés recevront une remise de 5 € pour l'achat d'un abonnement pour la saison suivante de Bundesliga autrichienne. Le directeur général du club, il a dit si nous gagnons 5 matchs à domicile, le montant de l'abonnement sera 25 € moins cher. Hein, oui. Donc pour 10 matchs, 50 € moins cher. Donc les supporters sont importants pour nous. Donc ça c'est quand même une très belle initiative pour eux. Donc voilà, chaque victoire à domicile, ça fera 5 € en moins sur l'abonnement de la saison suivante. Donc voilà, concernant cette équipe autrichienne. On continue, tiens, on va parler d'un joueur de l'Olympique de Marseille, mais on l'a fait pas à l'OM parce qu'on l'a pratiquement jamais vu jouer. Hein. C'est Konrad de la Fuente, c'est officiel. Hein. Quitte l'OM et rejoint le FC Lausanne Sport hein, pour 3 saisons. L'attaquant américain renforce l'équipe suisse. Hein, donc voilà, tout est dit. Hein, ce joueur qui jouait au Barça à l'époque, il est venu à Marseille, puis sa carrière a jamais réussi, j'ai l'impression, à décoller. Donc voilà, maintenant il va jouer du côté de la T1 suisse. Hein. Bonne chance à lui. Le Paris Saint-Germain fait sa deuxième offre au Stade Rennais pour Désiré Doué, un joueur énormément convoité qui hier, il a joué. Déjà il était remplaçant, il a joué la fin de match hein, contre l'équipe des États-Unis, hein, l'équipe de France olympique. Donc cette offre s'élève à 60 millions d'euros, bonus compris comme somme demandée par Rennes. Donc voilà, il pourra avoir accord peut-être aujourd'hui concernant Désiré Doué du côté de Paris. Georges Nikena, donc à Monaco, Erwigo, donc c'est un joueur qui évoluait du côté du Royal Antwerp en Belgique, donc il va signer du côté de Monaco. On parle d'un transfert à 20 millions d'euros. Je ne cache pas, je connais pas le joueur. J'ai très rarement vu le joueur jouer et même entendu parler du joueur. Donc il va signer du côté de Monaco. Il jouera la saison prochaine la Ligue des Champions. Donc il y a une visite médicale en cours, donc ça pourrait être officiel aujourd'hui. Officiel, tiens, l'AS Roma dévoile le projet de son futur stade parce que du côté de Rome, un nouveau stade va être construit. Hein. Donc voilà, il pourrait ressembler à ça. Voilà, de l'extérieur, il va être sublime. Hein. Bon, il faut encore pas mal d'années pour qu'il soit fini à 100%, mais voilà, c'est le projet bien sûr, et c'est officiel. Hein, il va être sublime ce stade de l'AS Roma. On va parler tiens du côté du Real et Nacho, parce qu'hier il y avait une cérémonie d'adieu de Nacho, hein, qui est venu dire un dernier au revoir au Real Madrid, hein, parce qu'il quitte le Real après plus de 23 ans passés au club. Il y avait pas mal de joueurs, hein, comme Courtois qui était là, il y avait Lunin, il y avait Valero, il y avait également Lucas Vazquez, il y avait le coach hein, Ancelotti, même Florentino Pérez qui était présent. Donc voilà, on peut voir qu'il était même en pleurs. Nacho, hein, plus de 23 ans passés au club, hein, il était dans les catégories jeunes. Il a passé toutes les étapes pour être dans l'équipe première, où il a même été le capitaine numéro 1 du Real Madrid là sur la saison qui vient de se finir. On va parler de Nampalis Mendy, courtisé par l'équipe de Al Munter. Donc c'est une équipe au Qatar. Ce jour les gars pourraient filer du côté du championnat du Qatar. La diffusion du championnat de national devrait bien se poursuivre sur FFF TV. Donc le COMEX de la FFF aurait dégagé l'enveloppe nécessaire pour l'autofinancer la diffusion des matchs des clubs de national pour la saison 2024-2025, parce que j'en avais parlé il y a à peu près 2 ou 3 semaines, j'avais dit que c'était pas sûr que le championnat 3e division française nationale soit diffusé sur la FFF, hein, parce qu'il fallait trouver de l'argent, et du coup ça devrait bien être diffusé. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr, hein, pour la 3e division française. André-Pierre Gignac et Hugo Lloris se seront retrouvés à l'occasion des All-Star Games, hein, donc on a parlé tout à l'heure où les meilleurs joueurs du championnat mexicain se sont posés 4-1. Ça a été retrouvé entre 2 Français, Hugo Lloris et André-Pierre Gignac. Des nouvelles d'Ansu Fati, ça c'est quand même un très gros coup dur pour le joueur et pour le Barça. Pourquoi? Parce qu'il s'est blessé au pied à l'entraînement avec le Barça. Son temps d'indisponibilité est pour le moment inconnu. Hein, il y a eu le communiqué officiel de la part du Barça pour dire voilà en gros qu'il avait reçu un coup au pied, blessé. On sait pas, n'oubliez pas que les gars, Fati, j'en ai beaucoup parlé. Hein, depuis l'entraînement, ça a repris depuis le 10 juillet. Ça fait 15 jours que ça a repris du côté de Barça. C'est le joueur qui impressionne le plus, hein, qui choque le plus Hansi Flick parce qu'il est au top vraiment. Et là, il s'est blessé. Ce joueur en plus qui a envie de rester au FC Barcelone, donc ça c'est terrible on peut dire pour le joueur et pour le FC Barcelone. Aurel Di Maria sur son amour du PSG, donc Paris a changé ma vie, j'ai recommencé à me sentir comme je me sentais à Madrid à l'époque, hein, et le public m'a donné son amour dès le premier jour. On dit toujours qu'à Paris, si vous ne parlez pas français, les Français ne vous aiment pas, et bien moi je n'ai pas du tout ressenti ça. Hein, il dit que ça a été une grande réussite pour lui du côté du PSG, surtout avant de jouer au PSG, jouer à Manchester United où ça s'était très mal passé, hein, sa période à Manchester. Donc il dit vraiment au PSG, il avait retrouvé le sourire. Aurel Di Maria. La Juventus est proche de signer Galeno du FC Porto. La clause est de 60 millions d'euros, mais Porto pourrait accepter moins de 40 millions d'euros pour le joueur Galeno. Donc Galeno préfère Turin à la première ligue. La Juve explore aussi Francisco Conceição en prêt. On parlera d'ici quelques instants. Donc voilà, concernant ce joueur Galeno, très bon joueur, un joueur sous-côté du côté de Porto. Et ben il pourrait filer dans un autre championnat. Le Napoli va avancer rapidement sur le transfert de Lukaku après avoir conclu un accord de 3 ans. Victor Osimhen souhaite toujours rejoindre le PSG. Le transfert est en attente car le PSG ne veut ni payer la clause ni inclure Kanguini dans l'opération. Voilà, parce que en gros tout pourrait être débloqué si
Osimhen venait à débarquer du côté du PSG, ce qu'on mènerait, on peut dire, Lukaku du côté de Naples pour remplacer Osimhen. Mais pour l'instant, on peut voir que ça bloque, ça avance pas en gros. Tous ces dossiers. C'est officiel, José Calderón quitte Grenade et s'engage librement avec l'équipe de Marbella jusqu'en 2025. Quelle longévité pour le joueur espagnol qui joue au Real Madrid à l'époque. Donc voilà, un nouveau contrat, il signe encore 1 an. Donc Marbella, ça joue en 3e division espagnole, donc voilà, concernant José Calderón. On va parler de Bologne qui discute pour signer Matt Hummels, libre de tout contrat en remplacement de Calafiori, où il y a le Hugo du côté de Arsenal. Donc le défenseur de 35 ans a demandé du temps pour réfléchir et après avoir déjà refusé l'Ajax et des offres saoudiennes, donc voilà, parce que lui c'est officiel, il n'est plus genre de Dortmund, il a annoncé son départ. Donc il a pas mal d'options quand même, comme j'ai dit. Il y a l'équipe de Bologne, il y a l'équipe de Como aussi que j'ai pu voir qui était intéressée. Il y a l'Ajax, il y a des clubs saoudiens. Donc il va essayer, il va pas prendre sa retraite, mais il va essayer juste de prendre le meilleur club qui pense, on peut dire, pour la suite de sa carrière. Clément Boussac, donc supporter des Girondins sur la situation de Bordeaux. On sait que Bordeaux est rétrogradé, on peut dire, en National 1 pour l'instant. Ça pourrait même descendre peut-être en National 2, on verra. Il a dit à ce supporter, je ne dors plus, ça va très mal depuis quelques jours, ça me fait mal au cœur, c'est mon père qui m'a fait découvrir les Girondins. Gérard Lopez a joué avec les salariés, des gens qui travaillent ou des mômes, des maisons. On ne fait pas ça, j'espère qu'il va passer devant un tribunal. Donc voilà, pour ce supporter, ça passe pas du tout la gestion tout simplement de Gérard Lopez qui a entraîné on peut dire, Bordeaux, dans quasiment cette faillite. Accord trouvé entre toutes les parties pour Léo Ostigard à Rennes. Un coût du transfert, 8 millions d'euros pour ce joueur de Naples qui va débarquer du côté du stade rennais. Benjamin Pavard a annoncé les fiançailles avec Cléofina Pnici, donc Miss Provence 2017. Voilà, donc voilà. Concernant bien sûr le joueur de l'Inter Milan, donc félicitations à lui. Ce commentaire de Pierre-Emerick Aubameyang sous un poste de Paga, donc tu vas me manquer aussi mon Paga, les bons échanges de savoir si j'ai fait expo ou pas. Là il parle par rapport à un but parce qu'un coup Aubameyang avait marqué un but, on pensait qu'il avait centré, mais en gros lui il avait dit qu'il avait marqué, il avait tiré, c'était volontaire, non, en gros il avait centré puis il avait marqué, et du coup voilà pourquoi c'est ça en gros la référence par rapport à ce post Instagram. Manchester United a fixé le prix de Jadon Sancho à 47 millions d'euros selon les informations de Mirror Football, donc un site britannique, un prix sûrement abordable bien sûr pour le PSG, parce que le PSG est intéressé bien sûr par Sancho, donc voilà 47 millions d'euros c'est le prix qu'il va falloir payer pour s'offrir le joueur anglais. Des nouvelles tiens de Gaël Kakuta, un joueur qui a joué dans beaucoup d'équipes, il a joué à Chelsea, il a joué dans énormément d'équipes, comme Amiens, comme je crois Lens, bref, donc il se dirige vers l'Iran, donc un contrat de 2 ans lui a été proposé du côté d'un club basé à Téhéran, du côté de l'Iran, donc voilà des nouvelles de Gaël Kakuta. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec José Mourinho qui a passé quand même 9 ans et 150 matchs sans perdre un seul match de championnat à domicile, je sais pas si vous vous rendez compte les gars, 9 ans d'affilée, il est entraîneur d'une équipe, et à domicile, il n'a jamais perdu. La performance a commencé le 16 mars 2002 et s'est arrêtée le 2 avril 2011. Exceptionnel. Donc il a entraîné l'équipe de Porto, de Chelsea, de l'Inter et le Real Madrid. Et avec toutes ces équipes-là, il n'a jamais perdu en 9 ans un match à domicile, plus de 150. Donc 107 entraîneurs n'ont défié, aucun n'a réussi à battre, on peut dire, José Mourinho pendant cette période-là. C'est tout simplement exceptionnel. N'oubliez pas que Mourinho entraîne maintenant l'équipe du Fenerbahçe. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.